Bonjour. On va laisser tout le monde arriver petit à petit. Donc les gens nous rejoignent au fur et à mesure. Je vois dans le chat des bonjours qui à tout le monde. Bienvenue. Bonjour, bonjour. 2 petites minutes que tout le monde s'installe, prenne ses marques. Donc vous avez vu qu'on vous accueille avec une nouvelle plateforme, un nouveau système qui est relié à notre plateforme qui s'appelle le Lab Alimentation, que vous connaissez certainement. Je me permets d'évoquer, parce que si vous ne le connaissez pas, je vous invite à y aller. C'était le national qui m'avait sollicité, on avait répondu par la positive, on avait joué le jeu. Peut-être revenir, et une fois qu'on a un peu étoffé le... Ouais, qu'on mette dans le... Voilà, merci d'avoir coupé le micro. J'attends encore une petite minute de plus que je vois qu'il y a encore des gens qui sont en train d'arriver là. Donc de toute façon, sur ce système qui est nouveau, vous allez retrouver facilement vos marques parce que vous avez la possibilité de couper votre micro avec le petit icône qui est en bas ou de l'allumer à un moment donné si vous voulez prendre la parole. Et vous avez la possibilité de couper votre caméra ou de l'allumer, toujours pareil pour qu'on vous voit si vous voulez à un moment donné intervenir. Donc, je pense qu'on va démarrer. Les personnes retardataires arriveront en cours de route. Je n'ai pas forcément la visibilité sur la totalité des gens qui sont présents là au moment où je vous parle. Mais j'espère que tout le monde est là. Il y a 28 participants connectés, donc c'est à peu près l'effectif des inscrits. On va démarrer. Donc, à nouveau, bonjour à tous et merci de participer à ce premier rendez-vous de la qualité de l'ANA, qui est organisé aujourd'hui sur une thématique bien particulière, qui est la thématique de la durabilité. Donc, durabilité à la fois durabilité des SICO, à la fois au niveau des exploitations agricoles et au niveau des filières. Donc, nous allons vous présenter des résultats qui émanent en fait de travaux qui ont été réalisés au niveau des observatoires économiques SICO des régions. Alors, bien évidemment, la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi une région avec laquelle nous avons l'habitude de travailler depuis longtemps, qui est la région Hauts-de-France. Alors, je vais vous présenter en 2 mots l'Observatoire économique des SICO en Nouvelle-Aquitaine, juste pour vous resituer le contexte et avant de vous présenter les différents intervenants qui vont prendre la parole pendant cet échange. Donc, je voulais vous partager juste une petite présentation en quelques diapos. Donc, des études réalisées dans le cadre des observatoires économiques des SICO, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, pour mémoire, notre observatoire économique en Nouvelle-Aquitaine, il est assez récent, puisqu'il a été créé pendant l'année 2021. Nous avons fait partie des dernières régions à rejoindre les régions qui étaient dotées d'un observatoire économique. C'est une chose faite à présent.
Le pilote principal de cet observatoire économique, c'est la Chambre régionale agriculture Nouvelle-Aquitaine. Et nous travaillons tous en partenariat, donc il y a plusieurs partenaires au sein de cet observatoire. Bien évidemment, l'INAO qui collecte des informations auprès des ODG qui font remonter les données économiques qui sont traitées au sein de cet observatoire économique. Analyse de données qui est confortée par un appui de la DRAF Nouvelle-Aquitaine au travers de leur service statistique. Il y a bien évidemment la région qui est partenaire de cet observatoire et puis nous, ANA, qui travaillons aussi en collaboration au sein de cet observatoire dans la mesure où nous valorisons les travaux qui sont faits au sein de cet observatoire et nous avons donc été partie prenante de la conception et du memento qui est paru l'année dernière, que vous connaissez certainement. Je dois avoir une autre diapo juste avant. Non. Qui est l'observatoire, le Memento 2021, donc sur des données économiques 2019, et qui avait eu pour mérite de mettre en avant le fait que la Nouvelle-Aquitaine avait à son actif 301 signes officiels de qualité. Donc vous avez là à l'écran le détail, 41 IGP, 80 AOP, 179 labels rouges et une STG. Donc, je vais vous présenter rapidement les intervenants du jour pour leur laisser pleinement la parole. Donc, nous aurons en premier lieu Boris Simon, qui est adjoint au chef de SRISET, c'est-à-dire le service régional de l'information et de la statistique économique et territoriale, qui va vous présenter comme une primeur, en fait, une étude très récente qui vient d'être publiée par les services statistiques de la DRAF, qui fait suite au recensement agricole 2020 et qui est un état des lieux des SICO en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est une étude qui est parue au début du mois de mars, que nous allons en fait découvrir tous ensemble. Certains l'ont peut-être déjà regardé. Et bien évidemment, il sera nécessaire de nous en imprégner et de nous l'approprier. Ça peut d'ores et déjà susciter des interrogations à votre niveau. Ensuite, Fatima Zora Abal, qui est chargée d'études économie et prospective, prendra la parole pour vous présenter une étude qui a été menée dans le cadre de l'Observatoire économique en Nouvelle-Aquitaine, qui est une étude d'évaluation de la durabilité des exploitations agricoles sur la filière ovin-viande, les exploitations engagées en signes officiels de qualité, sachant qu'il y a eu ce même type de travail qui a été déjà réalisé sur la filière pomme du Limousin, asperges du Blayais, et cette année sur la filière Chabichou du Poitou. Nous avons fait le choix de vous présenter les résultats de la filière ovin-viande. Et Audrey Tessereau, qui est directrice de l'ADPAP, l'Association pour la défense et la promotion des agneaux certifiés en Poitou-Charentes, viendra témoigner, enfin est présente et témoignera sur l'intérêt de cette étude pour sa filière. Et nous accueillerons en fin de rendez-vous de la qualité Cathy Gauthier, qui est directrice de Qualimentaire, donc une structure en Hauts-de-France, analogue pour sa partie mission qualité à l'ANA, et qui vous présentera une évaluation de la durabilité, alors au niveau d'une filière, sur un produit emblématique des Hauts-de-France, l'AOP Maroilles, avec une petite vidéo de la filière pour témoigner de ce travail. Donc, je vais laisser la parole de ce pas à Boris, pour ne pas perdre davantage de temps. Alors, bien évidemment, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions en utilisant la fonction chat qui apparaît sur votre écran. Et nous prendrons les questions au fur et à mesure des interventions. Nous ferons un petit temps d'échange pour pouvoir répondre à vos interrogations, remarques et réactions après les interventions. Donc, Boris, je ferme mon écran. C'est à toi. Je te laisse la parole. Et merci d'être là. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Bon. Alors, je vais vous parler des signes officiels de qualité en Nouvelle-Aquitaine au travers du recensement de la population, comme Brigitte vous l'avait laissé entendre. Je vais essayer d'être assez synthétique et de vous présenter ces éléments-là qui ont été publiés il y a quelques temps. N'hésitez pas à poser des questions à la fin si je n'ai pas été clair et si je n'ai pas tout détaillé. Alors, le diapo, comment on fait pour passer la page d'après? C'est bête, hein, mais… Ah, si. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est une valorisation du recensement agricole qui a lieu en 2020 et quelques petits points, des grandes lignes qu'on va avoir. Hein. Donc, l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, qui est une des très grandes régions agricoles, c'est 64 200 exploitations. Et sur celle-là, il y en a 27 500 qui ont
déclarer avoir un signe de qualité au moins, parfois 2, parfois 3. Et cette part, ça fait 43%. C'est quand même quelque chose qui est assez important. On est bien placé au niveau national là-dessus. Et c'est une évolution de 11 points en 10 ans, ce qui est quand même pas ridicule, puisqu'on avait posé la même question au recensement agricole précédent en 2010. Et les grands messages, c'est que cette croissance, elle est sur plusieurs cycles, mais elle est aussi assez importante sur le bio. Et donc, c'était un point important à signaler. On s'arrête bien en 2020. Hein. Il y a des actualités nouvelles qui peuvent faire que le bio va peut-être un petit peu moins bien ces temps-ci. Mais là, on s'est arrêté en 2020. D'une façon générale, les entreprises et les exploitations qui ont des cycles ont plus de contraintes et souvent aussi plus d'emplois. Et ça concerne plutôt des chefs d'exploitation qui sont un peu plus jeunes. Et donc ça, ce que je vais vous présenter, c'est la vision principalement régionale, avec un petit zoom sur quelques départements. Mais il y a la même publication qui existe au niveau national, voire dans d'autres régions. Alors, ce n'est pas automatique pour toutes les régions, mais la plupart des régions ont sorti leur publication sur les signes officiels de qualité. Alors, un tout petit point technique pour expliquer comment ça marche et peut-être ne pas dire ce qu'on peut faire. Donc, le recensement agricole, c'est une opération qui arrive tous les 10 ans, qui est assez complexe. Il y a pas mal de questions à poser. Et finalement, sur les signes officiels de qualité, il n'y a pas tant de questions que ça. Hein. Il y a une question sur l'agriculture biologique et puis il y a une question sur ce qu'ils appellent les autres signes de qualité, donc label rouge, indication géographique protégée, AOC, AOP ou STG. Donc ça, Brigitte l'a remontré, c'est bien expliqué tout en détail dans l'annuaire des SICO, mais c'est les mentions. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau du recensement, c'est qu'on pose la question pour l'ensemble de l'exploitation et pas produit par produit. Ce qui fait que si une exploitation fait, par exemple, de la viticulture et des vaches laitières, eh bien, elle peut avoir un SICO pour l'un, pour l'autre, pour les deux, mais on ne sait pas forcément lequel. Deuxième point important, au moment du recensement, les agriculteurs, c'est eux qui remplissent, et c'est du déclaratif. On pourrait avoir des cas où un agriculteur, par exemple, sur le bio est en conversion et se déclare en bio. Ça pourrait arriver. Voilà. Et les résultats qu'on a, la façon dont on fait le recensement, on est assez proche des résultats que peuvent sortir l'agence bio ou nos collègues de l'INAO, mais ce n'est peut-être pas exactement les mêmes définitions, les mêmes éléments. Donc, il pourra y avoir des petites subtilités. Et d'ailleurs, on essaiera de les expliquer s'il y a des questions, mais voilà. Donc, au final, ce qu'on peut faire avec le nez du recensement, c'est caractériser les exploitations qui ont un signe officiel de qualité vis-à-vis des autres exploitations, mais on ne peut pas forcément descendre à un niveau aussi fin qu'on avait pu le faire sur le memento, parce qu'on ne peut pas descendre à la production elle-même et au SICO elle-même. En tout cas, pas de façon sûre. Alors, un des éléments quand même qui est intéressant d'une façon globale, en tout cas de notre point de vue, c'est qu'on a une croissance des exploitations qui ont des signes officiels de qualité, alors que globalement, il y a plutôt une baisse du nombre d'exploitations. Globalement, en 10 ans, il y a 23% d'exploitations qui ont diminué en moins en Nouvelle-Aquitaine, mais le nombre d'exploitations qui ont un signe officiel de qualité a augmenté de 3%. Donc, c'est quand même pas fréquent, voilà. Donc, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, mais donc 27 500 exploitations sur SICO, 43% d'exploitations, 36% au niveau national. Donc, on est entre guillemets mieux placé. Après, il faut faire la part des choses. On est une région qui a beaucoup de diversité et pas mal de zones où il y a des SICO. Donc, c'est peut-être plus facile que pour d'autres régions d'avoir ça. On a une poussée assez forte, et ça, c'est vrai en Nouvelle-Aquitaine, mais c'est vrai aussi du bio, hein. On a plus 4500 exploitations, donc c'est presque multiplié par 3, 2,7 pour les gens qui sont précis. On le voit d'ailleurs un petit peu dans le petit graphique à côté. Hein. Donc, sur le petit graphique à côté, on a d'un côté la Nouvelle-Aquitaine en 2010, donc en gris. La première barre, c'est au moins un SICO. En vert, c'est Nouvelle-Aquitaine en 2020. Donc, l'augmentation, elle est forte sur le bio, mais elle est vraie aussi pour d'autres, et en particulier sur AOP, AOC, et dans la spécialité viticulture. Voilà. Il y a des croissances sur les autres labels, label rouge et IGP, mais moins marquées. Alors,
un petit élément explicatif, mais qui compte, hein, les exploitations agricoles de Nouvelle-Aquitaine peuvent avoir plusieurs SICO. Alors, si elles ont plusieurs productions, ce n'est pas forcément illogique, mais voilà. Donc, 6 exploitations sur 10, il n'y a qu'un seul SICO, mais les autres, les 4 autres, elles en ont un ou plusieurs. Alors, sur le même type de produit ou sur des produits différents, après ça, c'est une autre question, mais c'est important de le savoir aussi. Par contre, dans notre calcul, là, ce qu'on regarde, c'est est-ce qu'ils en ont au moins un. On ne cherche pas à sommer le nombre de SICO au total. C'était le premier point que je voulais vous montrer. Deuxième point, les SICO mobilisent plus de main-d'œuvre. Donc ça, c'est une statistique et des éléments qu'on voit. Une des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est qu'il ne faut pas forcément faire un lien de cause à effet dans un sens ou dans l'autre. Mais bon. Donc, les exploitations qui ont des SICO mobilisent en moyenne donc 2,4 équivalents temps plein. C'est le temps qu'on passe dessus. Ça, c'est pour celles qui sont sur SICO. En Nouvelle-Aquitaine, celles qui n'ont pas de SICO, c'est 1,2 ETP. Donc, du coup, il y a plus d'emplois dans celles où il y a du SICO. L'écart est plus important qu'en France métropolitaine. Là, j'ai mis des chiffres, je ne vais pas forcément les reprendre. Et ça vient en partie d'un effet spécialisation. Donc, les régions de viticulture, et en particulier la Nouvelle-Aquitaine, est très bien couvert par les SICO, et c'est historique. Et donc, il y a une grosse différence. Et en plus, c'est une spécialité qui recourt beaucoup aux SICO. Donc, par rapport aux autres régions et par rapport à l'emploi, ça joue. On a des SICO Nouvelle-Aquitaine, notamment, c'est 2 exemples, hein, Pommes du Limousin, Noix du Périgord, qui font pas mal appel à de la main-d'œuvre, en particulier occasionnelle ou saisonnière, et qui fait que ça pèse aussi dans l'expression. Par contre, si on regarde le petit graphique qui est à côté, il y a d'autres spécialisations ou spécialités, en particulier légumes ou fleurs, où là, la différence entre SICO ou sans SICO, il n'y a pas une énorme différence sur l'emploi que ça peut générer. Voilà, donc c'est un élément qu'on a en tête, mais ça dépend aussi beaucoup de la spécialisation. Alors, les SICO concernent plus particulièrement, donc en Nouvelle-Aquitaine, un peu plus les formes sociétaires et un peu plus ce qu'on appelle les plus grandes exploitations. Alors, je vais revenir un peu là-dessus, mais bon. Alors, sous forme sociétaire, c'est-à-dire que les structures agricoles, dans le temps, elles étaient beaucoup sous forme familiale et individuelle, et de plus en plus, on est sur des ERL, des GAEC, donc des formes sociétaires. Donc, c'est pour la Nouvelle-Aquitaine, hein, donc celles qui ont des SICO, c'est plus de 50% qui sont sous forme sociétaire. Pour les autres, c'est que 30% qui sont sous forme sociétaire. Donc, il y a un lien entre le fait d'être sous forme sociétaire et d'être… Bon, après, ce lien est aussi commun avec la taille. C'est-à-dire que toutes les exploitations n'ont pas la même niveau de production et la taille, et plus elles sont ce qu'on appelle grandes, soit en surface, soit en production, plus effectivement la proportion de sociétaire est importante. Donc, il y a un peu un lien. La taille, c'est par rapport à un élément qu'on calcule qui s'appelle la production brute standard. Alors, c'est un calcul qui correspond, pour faire simple, à un chiffre d'affaires théorique. On prend ce que chaque agriculteur a déclaré au recensement et on lui donne une valeur moyenne de cette production. Et donc, ça nous permet de mélanger des choux et des carottes avec la valeur de vache et de la viticulture, etc. Et de sortir une valeur. Alors, ça n'a pas en soi de valeur économique, mais ça permet de classer les exploitations. Et donc, par rapport à ça, sur un an, si on fait moins de 25 000 euros de production brute standard, on est une micro. Entre 25 et 100 000, on est une petite. Entre 100 000 et 250 000, on est une moyenne. Et au-dessus de 250 000 euros, on est une grande. Voilà. Donc, un élément que je mettais, donc la taille économique favorise l'engagement en SICO, voire l'inverse. On ne sait pas dans quel ordre s'est passé les choses. Il se trouve qu'on constate que les plus grandes sont plus souvent en SICO. Ce n'est pas forcément vrai de la même manière selon tous les signes officiels. Les micros, il y a un petit peu moins de SICO d'une façon générale, sauf peut-être pour le bio.
Le label rouge, c'est plutôt des exploitations de taille moyenne. Et les grandes, c'est plutôt des indications géographiques protégées ou AOP, AOC, et en particulier viticulture. Donc, c'est un peu sur quoi je discute après. Hein. Donc, ça dépend des valeurs économiques dégagées, et en particulier la viticulture. Donc, on a des effets dans un sens ou dans l'autre. Donc, ça, c'est quand même intéressant de voir, et on peut l'interpréter de deux manières. Hein. Soit, effectivement, c'est parce qu'on a une certaine taille qu'on peut se mettre en SICO, ou à l'inverse, c'est parce qu'on est en SICO qu'on dégage plus de valeur et donc on grossit. On n'a pas l'explication finale, hein, mais les deux peuvent se tenir. Un petit point qui est intéressant aussi, on peut faire une espèce de pyramide des âges des exploitations et de regarder celles qui ont des SICO et celles qui n'en ont pas. C'est l'illustration qui est à droite. Alors, on n'a pas fait la répartition homme-femme, mais dans l'absolu, c'est possible. Bon, après, ce n'est pas toujours évident de faire ces éléments-là, mais bon. Et ce qu'on voit quand même, et ce qui m'intéressait, et ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est que finalement, celles avec SICO, elles sont plus importantes sur les âges les plus jeunes. Alors, tout est relatif, hein, mais bon, les SICO, c'est souvent avant 55 ans. Ça existe encore après, hein, mais voilà. Et donc, bon, une des explications, hein, c'est que si effectivement on est à la veille de prendre sa retraite, on ne va peut-être pas s'engager dans un SICO parce que c'est quand même un avantage à moyen terme. Et donc, du coup, si on arrête bientôt, ce n'est pas forcément le moment d'y aller. Pour les bio, ils sont souvent plus jeunes, 5 ans en moyenne, et c'est moins vrai pour AOC et AOP. Et ces éléments-là, qui sont vrais d'une façon globale, se ventilent aussi selon la spécialisation. Hein. Donc, en viticulture, on a des écarts d'âge le plus important, donc 11 ans de différence, alors qu'en bovin-lait, c'est 3 ans. C'est quand même intéressant de voir cet élément sur les spécialisations. Alors, ça, c'était globalement sur l'aspect régional, et ces éléments qui sont vrais pour la Nouvelle-Aquitaine sont sans doute pas complètement faux sur le national. On peut descendre ces éléments-là à un niveau départemental. Donc, c'est un zoom assez rapide, hein, mais ce n'est pas grave. On a fait des petites cartes. Donc, sur l'ensemble des SICO, on voit un certain nombre de départements qui ressortent, hein, en particulier Gironde, Charente-Maritime, puis Dordogne, Haute-Vienne et Corrèze, en lien avec les différents SICO qu'il peut y avoir derrière. Hein. Donc, par exemple, le poids de la Gironde et de la Charente, ça vient aussi du poids de l'AOC qui est très présent en viticulture et donc en Gironde, en Charente et Charente-Maritime. C'est présent ailleurs, mais c'est encore plus présent. Le diapo a sauté, c'est normal. Ça va revenir, c'est pas grave. Non, là, à l'écran, normalement. Ouais, non, mais ça doit être ma mise en page personnelle qui a dû avoir une difficulté technique. On reprend, c'est pas grave. Sur le label rouge, alors c'est pas forcément dans l'ordre des cartes, mais peu importe. On voit ressortir assez fortement les départements du Lex-Limousin, qui est très probablement lié à l'élevage bovin, et aussi les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, sans doute en lien avec les élevages de volailles et de canards. Pour le bio, on voit ressortir Lot-et-Garonne, Gironde et Dordogne, alors en rapport avec la viticulture, mais pas que, aussi fruits et légumes, etc. Et le dernier SICO enfin il y en a un autre sur la STG, mais on est moins présent, mais sur les IGP, on voit ressortir les Landes et le Lot-et-Garonne, sans doute en lien avec les productions de fraises, de kiwis, d'asperges, qui sont assez représentées sur ces départements-là. Donc après, c'est des points qui peuvent être discutés, évidemment. Dernier slide, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, il lâche le machin. Je ne sais pas ce que je fais, mais bon. Alors, il n'a pas voulu passer là. Voilà. Juste pour ceux qui en veulent plus, donc la publication régionale, j'en ai fait un tout petit exemple, donc qui est disponible. Il y a son équivalente au niveau national qui est un peu plus précoce, puisqu'elle date d'octobre 2022. Comme Brigitte l'avait remis, il y a toujours le Memento qui a été sorti il y a quelque temps, qui est une mine d'informations, et un outil qui a été mis à disposition sur le recensement et sur lequel il y a quelques éléments sur les signes officiels de qualité, mais qui est national, qui s'appelle Visagrest, que vous pouvez aller voir, qui est plutôt un outil
comment dire, ouvert et facile d'accès pour tout public et avec des mises en page, dirons-nous, plus sympathiques et plus tape à l'œil, mais aussi plus faciles à lire. Voilà, c'est les éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je crois que je n'ai plus de slides. Merci Boris. On peut juste noter que le Memento est téléchargeable sur les sites des différents partenaires de l'Observatoire économique, sur le site de l'ANA, mais aussi sur le site de l'INAO, de la DRAF, etc. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller le consulter en le téléchargeant. Merci pour cette présentation. Est-ce que ça suscite des questions, des remarques, des réactions de votre part sur cet état des lieux en lien avec la présentation de Boris? Je suis en train de regarder le chat. Il y a quelqu'un qui est en train de taper quelque chose. On va peut-être attendre sa question à proprement parler. C'était clair. C'est peut-être aussi pour ça que ça n'appelle pas tant de questions que ça. Après, effectivement, c'est une étude que l'on découvre. Donc, comme je disais, il faut se l'approprier un peu et s'y plonger un peu dedans. Mais enfin, ce que je constate, c'est que les SICO sont toujours présents en Nouvelle-Aquitaine et finalement occupent pleinement leur place, avec peut-être des bémols à mettre sur certains secteurs d'activité, certains types de filières, mais c'est ce que tu disais, Boris, en premier lieu, que même si les exploitations agricoles diminuaient en Nouvelle-Aquitaine, le nombre d'exploitations dotées de SICO, lui, par contre, avait tendance à augmenter, ce qui n'était pas forcément le cas dans toutes les régions. Et on peut prendre la parole et parler, Brigitte? Oui, Marc, tu peux. Ouais. Si tu le demandes gentiment, tu peux. Mais je demande toujours les choses gentiment. Je t'en prie, Marc. Je voudrais qu'on puisse revenir sur la carte avant le dernier slide qu'a présenté M. Simon, si c'était possible. Parce que j'ai un commentaire à faire et… Il peut le faire. Il peut le faire. Voilà, la page d'avant. Voilà. Je voulais juste faire remarquer quelque chose, c'est que quand on juxtapose la carte sur les parts d'exploitation avec AOC, AOP et la carte des parts d'exploitation avec IGP, qui sont les deux mêmes systèmes, qui permettent de protéger un nom dans le cadre des politiques de défense de l'origine, mais je trouve que ces cartes sont très complémentaires et elles sont révélatrices du poids des politiques d'origine dans notre région, au-delà des signes de qualité. Dans les signes de qualité, on s'aperçoit que IGP et AOP dominent et de loin la part des productions, enfin les productions qui sont sous SICO en Aquitaine. Et ce n'est pas neutre par rapport à tous les débats qui nous occupent sur la défense des produits d'origine en particulier. Voilà, c'était juste cette remarque-là que je voulais faire. Sachant que les AOC et AOP sont davantage sur le viticole et que les IGP sont davantage sur les produits agro, en Aquitaine du moins. En Nouvelle-Aquitaine du moins. Voilà, c'était la remarque que je voulais faire. Merci. Boris, ça suscite un retour de votre part sur cette remarque? Pas spécialement, juste un tout petit point que j'avais oublié, mais qui est peut-être moins vrai chez nous. Nos collègues de Hauts-de-France aussi ont publié il n'y a pas très longtemps, et eux avaient fait remarquer qu'il y avait parfois des agriculteurs qui, en fait, alimentaient une filière qui était sous SICO, c'est notamment en grande culture, mais ne la déclaraient pas forcément parce que c'était au niveau de la meunerie ou des choses comme ça, et donc du coup, il pouvait y avoir des sous-déclarations a priori sur l'appartenance à une filière SICO ou pas. Ok. Arnaud, tu voulais prendre la parole, Arnaud Lardet? Non, pas particulièrement. C'était assez complet la présentation. Moi, je vous demandais, j'avais un doute, mais sur est-ce qu'on pouvait faire des perspectives un peu différentes entre les filières d'élevage et viticulture, et culture, on va dire plus généralement, sur justement, là, on voyait un peu les différences sur la courbe des âges.
mais c'était plus par rapport au référentiel petite et grande exploitation. J'aurais aimé savoir s'il y avait des précisions à faire là-dessus. J'ai pas une question très précise, on va dire, là-dessus. C'est plus, je sais pas si vous avez des compléments à faire sur cette part-là, sur justement quelles sont les tailles d'exploitation, peut-être sur des filières plutôt animales et des filières plutôt végétales. Mais je sais pas s'il y a des compléments à apporter. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément fait aujourd'hui, mais s'il y a des questions, on peut essayer d'y répondre. Et il y a sans doute des points qu'on n'a pas éclairés et qui sont encore à éclairer. Donc ça, c'est possible. Sur le site de l'ADRAF, il y a quelques éléments complémentaires. Après, on a une adresse mail qui s'appelle Contact Strizet, auquel vous pouvez demander des choses. Et on essaie d'y répondre le plus rapidement possible et le plus justement possible. Oui, je pense que ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, l'étude, comme je le disais, elle est nouvelle, hein, elle est sortie ce mois-ci. Donc, je pense qu'il y a peu de personnes qui en avaient vraiment pris connaissance avant le rendez-vous de la qualité d'aujourd'hui. Mais c'est intéressant qu'on puisse revenir vers vous au niveau du SRIZET pour avoir des compléments d'informations, si tant est qu'après le dépouillement que vous avez pu faire du RA donne les réponses. Mais on va mettre dans le chat l'adresse en question, Boris, pour permettre aux personnes de faire des demandes complémentaires. Ouais, Brigitte, c'est juste une question. Est-ce que l'ensemble des présentations qui sont faites, là, on pourra les recevoir? Bon, il n'y a pas de souci, d'autant plus que le rendez-vous de la qualité est enregistré, donc il y aura même le replay disponible dans la foulée. Voilà, alors après, elles sont effectivement toutes téléchargeables. C'est ce qu'a montré Boris. Si tu veux montrer la diapo qui suivait là, sur le site de la DRAF, si jamais, elles seront, du moins ce qui relève des publications de la DRAF, mais l'ensemble des présentations, oui, vous seront envoyées. Super. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions ou réactions par rapport à la présentation de Boris, on va laisser la parole à Fatima. Alors, Fatima, elle est où, Fatima? Je suis là. Elle est là. Merci, voilà. Merci Brigitte. Qui va nous présenter l'étude d'évaluation de la durabilité faite dans le cadre de l'Observatoire économique en tant que service économie de la CRANA sur la filière ovin-viande. Bonjour à tous, vous voyez mon écran? Tout à fait. Parfait. Donc, moi, je vous présenterai les résultats d'analyse de la filière ovin-viande en Nouvelle-Aquitaine. Comme Brigitte l'a bien mentionné, donc c'est une étude qui est réalisée dans le cadre de l'Observatoire économique des signes de qualité en Nouvelle-Aquitaine. Ma présentation sera structurée en 4 parties. Donc, je vous présenterai dans un premier temps les caractéristiques de la filière. Et ensuite, donc, je passerai à vous présenter un peu l'échantillon, les résultats d'évaluation de la durabilité de la filière et je termine par des données sur la commercialisation et sur la plus-value des signes de qualité. Donc, par rapport à la filière ovin-viande, il faut souligner d'abord que c'est une filière très intéressante et particulièrement en Nouvelle-Aquitaine et elle permet de mieux valoriser certaines zones difficiles. C'est une filière aussi dans laquelle les SICO représentent une grande performance de l'élevage, ce qui permet aux agriculteurs ou aux éleveurs d'améliorer leur production et leurs revenus. Et en revanche, donc c'est une filière qui est en déficit commercial à l'échelle nationale. Si on regarde les 2 graphiques à gauche de l'écran, donc issus des données des services de douane, on se rend compte donc, que le déficit commercial se chiffre en 2022 à 40 000 tonnes de viande ovine, ce qui est équivalent à plus de 300 millions d'euros. Et dans le camembert à droite, si on regarde l'origine de la viande ovine consommée en France, on a plus de la moitié qui est importée d'autres pays, notamment du Royaume-Uni, d'Irlande et des autres pays. C'est une filière aussi qui représente une variation saisonnière des prix, qui est importante donc selon les saisons. On remarque qu'il y a des pics
dans les prix en fin d'année, ce qui coïncide avec la période de Noël. Voilà, donc pour la présentation de l'échantillon, nous avons enquêté 18 exploitations en Nouvelle-Aquitaine, dont 3 en Vienne, 4 en Charente, 6 en Haute-Vienne et 5 en Deux-Sèvres. Il est important à souligner que ces 4 départements représentent plus de 70% de la production régionale. Avant de présenter les résultats économiques, je souhaiterais préciser donc que ces résultats sont issus des données de 2019. Je le précise parce que la filière elle est très sensible aux variations du marché, surtout avec le contexte actuel donc de succession des crises et des variations de prix importantes. Donc, pour vous donner une idée sur l'échantillon, donc nous avons 16 exploitations qui ont l'élevage ovin comme activité principale et 2 uniquement donc, qui l'ont comme activité secondaire. Pour les systèmes d'élevage, ils sont très variables, mais nous avons presque la moitié des exploitations qui sont spécialisées au vin-viande. Et pour les types de SICO, donc toutes les exploitations sont engagées en démarche qualité et je vous détaillerai donc les types de signes de qualité après. Voilà, donc comme je viens de dire, on a 100% des exploitations qui sont engagées dans les démarches qualité et par la suite, donc 100% du troupeau engagé aussi. La SAU moyenne des exploitations, elle est de 122 hectares et c'est très variable d'une exploitation à l'autre, allant de 56 hectares à 263. Alors, quelques données qualitatives sur les raisons de production sous SICO. Alors, nous avons 12 exploitations sur 18 qui ont déclaré que les SICO leur permettent à la fois d'avoir accès au marché et d'améliorer le prix de vente. 5 exploitations ont déclaré que l'engagement en démarche qualité leur permettent d'améliorer le prix de vente. Et une exploitation seulement a considéré que les signes de qualité ne permettent pas forcément d'avoir une plus-value et d'améliorer le revenu de l'agriculteur. Si je passe à la présentation de quelques données économiques et je vais me concentrer sur les charges de production. Alors là, on a les charges d'approvisionnement qui représentent déjà 60% des charges totales en moyenne, donc pour l'échantillon enquêté. Les charges de travaux partiels tiers qui représentent 20% des charges totales et le reste, c'est un peu d'autres charges de structure et autres. En ce qui concerne donc les charges d'approvisionnement, on a en moyenne 63 € par brebis et c'est très variable selon la performance de l'élevage et selon le système de production. Et par rapport aux charges totales, donc nous avons presque 130 € par brebis en moyenne. Je passe à la présentation donc, des résultats de la durabilité. Pour précision, nous avons utilisé la méthode IDEA, indicateur de durabilité des exploitations agricoles. C'est une méthode qui a été développée par des chercheurs de l'IRSTA avant, donc actuellement de l'INRAE, et qui permet d'évaluer la durabilité dans ces 3 dimensions, économique, sociétale et environnementale, en se basant sur un certain nombre de composantes. Et dans chaque composante, on a un certain nombre d'indicateurs qui permettent d'évaluer la durabilité de l'exploitation. Et donc, on ajoute des fois quelques items élémentaires pour évaluer une pratique ou une caractéristique de l'exploitation. Alors, sur les 53 indicateurs, nous avons sélectionné dans le cadre de cette étude 12 indicateurs seulement, dont 6 pour la dimension économique, 3 indicateurs pour la dimension socio-territoriale et 3 pour la dimension agroécologique. Je vous les détaillerai après également. Alors là, je commence par la composante économique et avec l'indicateur de sensibilité aux aides qui représente la part des subventions dans l'EBE, donc l'excédent brut de l'exploitation, qui est un solde intermédiaire de gestion qui permet de savoir si l'exploitation en gros arrive à générer des profits et à couvrir ses coûts. Cet
cet indicateur permet d'évaluer le niveau de dépendance de l'exploitation Z. Et comme résultat, on a 70% du revenu des exploitations qui est assuré par des aides de la PAC. On a approfondi un peu cet indicateur en distinguant entre les subventions du premier et du second pilier de la PAC. Et comme résultat, donc on a 73% des aides sont issues du premier pilier de la PAC, essentiellement des DPB, des paiements couplés et des paiements verts. Et le reste des aides, c'est-à-dire 27%, sont des aides du second pilier de la PAC, essentiellement des MAEC et des ICHN. Le deuxième indicateur, c'est la capacité économique par unité de travail agricole. Et c'est un indicateur qui permet en gros de savoir combien l'exploitation génère de profit, donc pour chaque unité de travail agricole non salariée. Et en moyenne, nous avons alors 2,7 fois le SMIC pour cet indicateur. Et comme vous le remarquez dans le graphique, donc on a des exploitations deux exploitations qui ont un indicateur négatif. Et ceci est dû au fait qu'elles étaient fortement endettées en 2019. Voilà, donc résumé, 3 exploitations qui ont cet indicateur donc inférieur au SMIC, la moitié des exploitations qui ont cet indicateur supérieur à 2,5 fois le SMIC et le reste, c'est entre 1 et 2,5 fois le SMIC. Alors, l'autre indicateur, c'est la diversification productive. Et cet indicateur part de l'idée qu'un système plus diversifié est moins vulnérable au risque du marché. Et donc, on l'évalue à travers 2 items. Donc, le premier, c'est la part de l'atelier productif le plus important dans la production, en l'occurrence l'atelier ovin-viande. Et là, donc, on a 74% de chiffre d'affaires global des exploitations en moyenne assuré par la filière ovin-viande. Et c'est très variable également, donc d'une exploitation à l'autre, allant de 10 à 100%. Le deuxième item, c'est la diversification du nombre de produits commercialisés. Donc, on a presque la moitié des exploitations qui vendent de produits, donc soit viande bovine et viande bovine, soit des combinaisons viande bovine et céréales, ou alors viande bovine et volaille. 6 exploitations vendent un seul produit, donc la viande bovine, et les autres, c'est un peu des combinaisons de 3 autres produits. L'autre indicateur qui est la diversification et les relations contractuelles. Alors, nous avons la quasi-totalité des éleveurs donc, qui vendent leur production uniquement aux OP, organisations de producteurs, et quelques éleveurs donc, font un peu de vente directe. Et donc, pour l'autre indicateur, c'est l'efficience brute du processus productif qui permet, c'est un indicateur qu'on calcule en rapportant le revenu brut à la production totale de l'exploitation. Et pareil, donc la moyenne pour l'échantillon, elle est de 0,48 pour cet indicateur, ce qui veut dire que, alors sur 100 euros, par exemple, sur 100 euros, l'agriculteur a un revenu brut de 48 euros. L'autre indicateur donc, qui est la sobriété dans l'utilisation des produits vétérinaires, c'est un indicateur qui est approximatif et qualitatif. Donc, on a 2,35 traitements moyens par animal et ça dépend de système d'élevage en fonction s'il s'agit de production d'agneaux de bergerie ou d'agneaux d'herbe. Alors, je passe à la composante socio-territoriale. Et là, donc, comme je l'ai précisé, la totalité des exploitations sont engagées en SICO. Nous avons 7 exploitations qui sont engagées en label rouge diamantin et IGP Poitou-Charentes, 5 en IGP Agneau de Limousin, et le reste, c'est des autres combinaisons de SICO.
Pour l'engagement dans une démarche environnementale contractualisée, donc nous avons la moitié des exploitations qui sont engagées et essentiellement en MAEC, cette exploitation sur 9, et le reste c'est en HVE. Cette exploitation agricole qui ne sont pas engagées et 2 en cours d'engagement. Pour l'indicateur de contribution à l'emploi et gestion du salariat, donc nous avons 13 exploitations qui n'emploient pas de salariés. Donc, le chef d'exploitation se charge de la partie production. Et 5 exploitations sur les 18 ont des salariés. Et la moyenne, du coup, des UTA dans l'exploitation, elle est estimée en moyenne à 1,8 UTA. Pour la composante, la dernière composante qui est agroécologique ou environnementale, donc nous avons l'indicateur d'autonomie en énergie. Les exploitations sur les 18 produisent de l'énergie au sein de l'exploitation. Et pour l'indicateur d'autonomie alimentaire de l'élevage, on conclut en fait que les exploitations enquêtées sont autonomes en fourrage. La quasi-totalité sont autonomes, mais par contre, elles ne le sont pas pour les concentrés et encore moins pour les concentrés destinés à l'alimentation des agneaux. Donc, nous avons 14 exploitations sur les 18 qui ont un niveau d'autonomie inférieur à 50%. Alors, l'autre indicateur et le dernier, c'est l'optimisation de l'utilisation de l'eau. Donc, nous avons déjà 14 exploitations qui utilisent des dispositifs économiques en eau pour l'abreuvement. Ah, pardon, je ne vois pas ma présentation. On a à l'écran, Fatima, la diapo sur la commercialisation des agneaux. C'est bon, parfait, donc c'est revenu. Là, donc, je passe à la dernière partie de la présentation, donc, qui est la commercialisation et la plus-value des agneaux. Donc, pour la commercialisation, déjà, on a 83% des agneaux en moyenne qui sont labellisés et 90% qui sont labellisables. Et par rapport à la plus-value, elle est à souligner donc qu'elle est variable en fonction de la demande et en fonction des circuits de commercialisation. En moyenne, elle est de 33 centimes le kilo et elle est variable de 30 à 60 centimes. Pour la plus-value nette estimée, elle est de 3,3 € à l'agneau d'un poids moyen de 18,5 kg. La plus-value varie aussi en fonction de type de signe de qualité. Donc, la valeur moyenne observée pour le label rouge, elle est de 65 centimes le kilo. Et pour les IGP, elle est en moyenne de 37 centimes le kilo. Voilà, donc en guise de conclusion, je vous ai mis un tableau récapitulatif de tout ce que je viens de dire, donc notamment la plus-value des SICO et les résultats généraux donc, pour les 3 composantes ou les 3 dimensions de la durabilité. Voilà. Merci. Merci Fatima pour cette intervention. Alors, avant peut-être de donner la parole à Audrey, qui représente la filière IGP agneau Poitou-Charentes et label rouge le Diamandin, il y a peut-être des questions de compréhension ou des questions sur la présentation. C'est vrai que la méthode IDEA, on n'y est pas forcément familier, mais les indicateurs qui ont été présentés par Fatima démontrent quand même un certain nombre de choses. Est-ce que ça suscite des questions, des remarques de compréhension, enfin des questions de compréhension sur l'intervention de Fatima, ou est-ce que Audrey enchaîne dans la foulée? Non. Moi, j'avais une question au niveau méthodologie. Savoir en fait comment l'enquête avait été menée. Est-ce que c'était des entretiens de visu par téléphone ou comment ça s'était… Et puis au niveau temps, combien de temps vous avez dû y consacrer? Alors, pour la modalité des enquêtes, alors on a fait l'essentiel des enquêtes en présentiel, directement avec l'éleveur, et on avait quelques enquêtes en téléphonique, donc ça doit être 4 peut-être ou 5. Et par rapport au temps que ça nous a pris, il faut compter en moyenne 2 heures, 1h30 à 2 heures d'enquête. Ok, merci.
Cécile, je vois que tu es en train d'écrire sur le chat. Tu as une question? Oui, Cécile a une question. Sa question, je vais la relayer parce que je ne sais pas si Cécile peut prendre la parole directement. Cécile pose la question suivante en disant finalement, quelle est votre conclusion et est-ce que la filière est considérée comme durable au vu des indicateurs qui ont été présentés? Alors, donc par rapport à la majorité des indicateurs économiques, les exploitations sont durables et elles ne le sont pas pour certains indicateurs comme la diversification productive, comme la diversification des relations contractuelles, parce que pour moi, ce n'est pas des indicateurs vraiment adaptés aux filières SICO. Alors, c'est des indicateurs qui partent de l'idée que plus l'exploitation est diversifiée, plus elle a des clients, plus elle est moins vulnérable au risque du marché, ce qui n'est pas le cas pour les filières SICO. Alors là, par exemple, pour les ovins-viande, les éleveurs s'engagent à vendre l'essentiel, en tout cas, de leur production à l'organisation de producteurs. Du coup, ils ont un niveau de durabilité pour cet indicateur qui est faible. Et aussi, du coup, pour la diversification des productions, ils sont engagés à respecter un certain nombre dans les cahiers des charges, ce qui les pénalise pour ces indicateurs. Mais en général, les exploitations enquêtées enregistrent un niveau de durabilité important. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions par rapport à la présentation de Fatima? Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc, Audrey, si tu peux nous livrer un peu ton sentiment de l'intérêt de cette étude pour votre filière. Est-ce que vous vous y êtes retrouvés dans les résultats? Est-ce que c'était intéressant pour vous qu'elle soit menée? Et est-ce que vous auriez aimé que d'autres points soient abordés qui n'ont pas été le cas? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à réagir sur cette présentation. Alors, comme le disait, l'a présenté Fatima tout à l'heure, hein, il y a bien d'autres filières ovines sous SICO en Nouvelle-Aquitaine. La région est richement dotée dans ce segment-là d'activité. Donc, pour ma part, je représente l'agneau Poitou-Charentes IGP et le label rouge Diamandin, qui est plutôt situé au nord de la Nouvelle-Aquitaine et qui fédère à peu près 600 éleveurs sur la zone. Mais il y a aussi une autre filière voisine qui est aussi assez représentative, qui est l'agneau du Limousin, et Cécile le représente aujourd'hui. Et on a aussi l'agneau du Périgord, voilà, qui sont les trois, on va dire, filières emblématiques du nord Nouvelle-Aquitaine en filière auvergnat de SICO, avec des systèmes assez différents selon les bassins de production. Donc, c'est vrai que cette étude-là qui nous a été présentée, elle retranscrit principalement, on va dire, le bassin Est, mais le bassin Ouest des Deux-Sèvres, par exemple, qui me vient en tête, qui est peut-être un peu plus diversifié et pas très présent dans l'étude du fait de l'échantillonnage. Mais voilà, c'est important peut-être aussi de le repréciser. Sur le sujet de la durabilité, effectivement, à l'instar de beaucoup de filières agricoles et même de beaucoup de secteurs économiques, ça présente un vif intérêt pour la filière ovine parce que ça répond à différents enjeux qui nous occupent au quotidien, notamment le maintien de la présence de l'élevage sur nos territoires. On a des IGP en filière ovine, donc effectivement le maintien, la pérennité de ces activités d'élevage sur les secteurs avec un enjeu donc de durabilité est évidente. Un travail autour de l'attractivité du métier aussi, parce que c'est une composante importante du renouvellement de génération. Et puis bien sûr, la réponse aux différentes problématiques qu'on a et ainsi qu'aux attentes sociétales en matière d'environnement, de rémunération des producteurs, etc. La question qui se pose pour nous au niveau de la filière ovine, c'est comment évaluer la durabilité au niveau des exploitations et surtout comment accompagner les agriculteurs vers une meilleure durabilité. Donc, il y a tout un tas de projets qui sont en cours autour du sujet. Moi, je ne connaissais pas la méthode qui nous a été présentée ce matin. Peut-être qu'il nous manque un sujet dans l'étude. Là, c'est plus voilà, je ne sais pas s'il y a des perspectives d'actualisation, parce que comme l'a dit Fatima, les données datent de 2019. Depuis, on
On a eu le Brexit, la période Covid 2020 et puis tout le contexte géopolitique qu'on connaît depuis 2 ans, enfin depuis 1 an, pardon. Nous, moi, en tant que représentant la filière ovine, peut-être un sujet autour de la transmissibilité des exploitations nous manque aujourd'hui dans l'étude parce que c'est aussi un enjeu qui découle de la durabilité. Et peut-être que ça, c'est un élément. Alors, je ne sais pas si la méthode avec les indicateurs la comprend, et c'est juste que dans la présentation, ça n'a pas forcément été retenu ce matin. Mais un sujet autour de la transmissibilité des exploitations paraît être pertinente là-dessus. Vous dire aussi qu'il existe un outil d'accompagnement des filières pour évaluer la durabilité, notamment sur la partie environnementale, des performances environnementales, qui est l'outil CAP2ER, qui a été piloté par les différentes organisations et l'Institut de l'élevage, et qui actuellement la filière ovine, et dont un bon nombre d'acteurs en Nouvelle-Aquitaine sont engagés dans un projet qui s'appelle Live Greenship, qui est justement dans cet objectif d'accompagner les élevages améliorer leurs performances vers la durabilité, on va dire, avec un objectif aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais rapidement apporter là-dessus. Je vois que Marie abonde aussi le chat avec des documents d'Interbev. De toute façon, comme je disais en introduction, effectivement, ce sujet de la durabilité, il est en filigrane dans les plans filières que les interprofessions ont rédigé il y a quelques années, et donc forcément en filigrane dans bon nombre de nos actions aujourd'hui d'accompagnement des élevages et des acteurs des filières. Merci Audrey. Juste s'il y a d'autres réactions. Moi, j'aurais voulu peut-être passer la parole. Alors, elle n'est pas forcément prévenue de ça, mais je sais qu'elle est connectée. Si Géraldine Verdier, qui représente la filière Chabichou du Poitou, est en ligne, juste recueillir auprès d'elle, puisque c'est la filière de l'année, dans le sens où l'étude va porter, mais pourquoi pas après tout, l'étude va porter sur la filière Chabichou du Poitou cette année, donc Fatima travaillera sur cette filière cette année. Est-ce que Géraldine, tu peux peut-être justement exprimer en quelques mots ce que tu attends aussi de cette étude pour ta filière? Est-ce que tu es là, Géraldine? Visiblement, non. Ou du moins, elle ne m'entend pas. Donc, effectivement, merci Marie pour les compléments de documents que vous retrouvez là dans le chat sur la durabilité des filières animales et des filières élevage. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou réactions, on va finir sur la dernière intervention. Moi, j'avais une question, Brigitte. Je t'en prie, Cathy. En fait, j'avais 2 questions. Par rapport aux différentes études, aux études qui sont menées sur les différentes filières, comment est adaptée l'étude à chaque fois? Est-ce que les indicateurs qui sont définis dans la méthode IDEA sont choisis avec la filière? Et en fait, comment ils sont choisis, et est-ce que c'est vous qui décidez du nombre d'indicateurs ou est-ce que c'est la filière? Et puis, une question plus globale sur est-ce que finalement l'étude qui a été menée sur la filière ovine, elle a permis aussi de renforcer les échanges entre les différents SICO présents sur le territoire, ou est-ce que c'était des échanges qui se faisaient déjà? Est-ce que ça a apporté une dynamique supplémentaire ou pas? Alors, donc, peut-être je peux répondre à ces questions. Par rapport aux indicateurs sélectionnés, donc c'est nous qui les sélectionnons. Des fois, on fait un essai auprès de l'éleveur et on se rend compte que certains indicateurs sont vraiment très compliqués à voir, ou alors ils sont très subjectifs. Et du coup, on les enlève de la méthode. Et donc, voilà, par rapport à la différence entre les filières, alors pour la pomme du Limousin, donc le travail a été réalisé par un groupe d'étudiants
de Bordeaux Sciences Agro et du coup, ils ont pu mobiliser tous les indicateurs de la méthode IDEA. Par contre, ils n'ont pas étudié la question de la commercialisation et de la plus-value des SICO. Pour les asperges du Blayais, nous avons sélectionné aussi 12 indicateurs donc sur 53. Pour le chabichou du Poitou, on envisage aussi de sélectionner un certain nombre d'indicateurs de la méthode, mais pas tous. Okay. Cathy, ça a répondu à ta question? Oui, parfaitement. Peut-être juste pour compléter sur la dynamique inter-SICO, elle n'est pas forcément, elle n'a pas été forcément permise dans cette étude parce que déjà, comme l'a présenté Fatima, en fait, le lien s'est fait directement entre elle et les éleveurs. Les filières, on n'a pas forcément été impliqués au départ. Je pense que c'était via l'association régionale ovine Nouvelle-Aquitaine que les contacts avaient été communiqués à Fatima et je sais pas si d'ailleurs c'était que toi Fatima qui réalisait les enquêtes. Après on échange, c'est des sujets qui nous occupent, on échange dans le cadre de nos fédérations et on est aussi en contact avec les filières que je citais tout à l'heure sur un projet aussi qui est porté par l'ANA qui s'appelle EcoCalina sur l'éco-conception. Donc, il y a quand même déjà une dynamique existante entre filières au niveau régional, sur la filière ovine en tout cas. Et donc, voilà, on est en lien sur des sujets qui s'y rapportent, qui se rapportent à la thématique. Ok, merci. Oui, effectivement, donc c'est l'ARONA qui nous a transmis la liste des exploitations à contacter, mais il y avait aussi un échange avec les OP. Donc, j'ai échangé avec toi, Audrey, tout au début de l'étude, et pour savoir effectivement tout ce qui est volume produit, chiffre d'affaires, etc. Et l'étude a été réalisée, les enquêtes ont été réalisées aussi par un collègue qui est parti en retraite, c'est Louis-Marie Caillot. Merci. Est-ce que je peux poser une question aussi, Brigitte? J'ai Arnaud, deux tout questions. à fait. Tu peux poser une question. Il faut juste que je te trouve dans la petite. Est-ce que c'est toi là? Oui, normalement, ouais. c'est toi. Et alors, j'avais deux questions, à la fois soit pour Fatima, soit pour Audrey. L'une ou l'autre pourra répondre. La première, c'était de savoir, est-ce que vous avez pu faire des comparatifs avec des... Alors là, il n'y avait que des élevages sous SICO, mais est-ce que vous avez des références, on va dire, sur des productions hors SICO pour voir quelle est la plus-value du SICO par rapport à des filières conventionnelles, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et ma deuxième question, c'était, l'étude, elle a été faite là, vous mentionniez au départ les aléas, on va dire, des 2 dernières années, avec, on sait qu'aujourd'hui, il y a une forte inflation sur les produits alimentaires, et vu que vous disiez que les fermes n'étaient pas très, très autonomes, notamment sur la production de céréales et tout ce qui était autonomie protéique, au-delà du fourrage en tout cas. Quelles sont les perspectives aussi pour vous vis-à-vis du contexte actuel? Est-ce que vous voyez les revenus, vous diriez, ont été largement entamés, on va dire, par la crise que connaît actuellement l'élevage, ou si vous pouvez apporter quelques précisions là-dessus. Alors, je peux répondre à la première question par rapport à la comparaison des résultats des exploitations SICO et non SICO. Malheureusement, donc cette comparaison n'a pas été faite puisque la majorité des exploitations adhérentes dans les OP en fait sont sous signe de qualité et du coup nous n'avons pas eu des contacts d'exploitation sans SICO. Pour les perspectives de développement en fait d'évolution de cette filière ces dernières années, je laisserai peut-être Audrey intervenir. Oui, alors sur ce qu'il faut savoir, on le disait tout à l'heure, c'est que depuis 2019, en fait, les cours de l'agneau ont fortement augmenté pour l'agneau français en général, puisque avec le Brexit, on a eu une diminution des importations, notamment en provenance du Royaume-Uni, donc une faible disponibilité du produit agneau sur
sur le marché français avec des prix qui jusqu'à présent se maintiennent, ce qui est plutôt nouveau pour la filière. À côté de ça, on a eu quand même augmentation des charges. On n'a pas encore les données consolidées là pour 2021 sur les suivis GTE, donc peut-être, enfin, je me note la question et peut-être que je ferai passer par Brigitte les synthèses qui peuvent répondre à la question précisément. Et puis après, donc sur l'autonomie alimentaire, effectivement, alors l'autonomie alimentaire, c'est un point des cahiers des charges, notamment pour les labels rouges. Ça fait partie des conditions de production communes, avec un taux à 55% de taux de matière sèche pour l'atelier au vin. Aujourd'hui, on n'a pas eu à ma connaissance des remontées terrain, on n'a pas eu de problématique sur le fait de ne pas pouvoir respecter ces critères-là du fait de l'inflation sur les matières premières. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répondait en partie à la question. Enfin, moi, ma question, c'était moins cahier des charges et plus le côté économique. Je travaille pour le côté Osso-Iraty, donc plus pour le lait de brebis, quoi. Mais on voit l'évolution, la hausse des charges, on va dire, même si le produit augmente, la valorisation du lait augmente, on va dire. Bon, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, mais les revenus, en tout cas de ces dernières années, ont plutôt tendance à baisser pour nous, là, avec la hausse des charges. C'était plutôt dans la perspective économique que dans la perspective cahier des charges. Oui, alors sur le produit 2022, ce sera probablement différent qu'en 2021. On notait dans les données GTE qu'on pouvait avoir une légère amélioration sur les élevages suivis dans ce cadre-là, mais c'est le seul type de données, moi, que j'ai à disposition. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, je voudrais quand même relayer la réponse que Géraldine a faite par le biais du chat. Elle a peut-être un souci technique pour pouvoir prendre la parole en direct, puisque donc la filière Chabichou du Poitou, effectivement, il faut noter qu'elle a fait un énorme travail de refonte de son cahier des charges en y apportant des éléments forts, et notamment le passage au lait cru. Et donc, c'est vrai que cette étude que va mener Fatima cette année leur permettra de faire un état des lieux et de voir comment ils peuvent évoluer avec ce nouveau cahier des charges désormais qui est à leur actif, avec peut-être des opérateurs qui vont se greffer sur la démarche ou qui, en tout état de cause, vont devoir bouleverser pour certains leur pratique. Donc, il y aura un travail mené cette année sur cette filière que l'on pourra compléter d'indicateurs un peu plus adaptés à la filière en fonction des attentes du Chabichou du Poitou. Donc, pour finir, on va se téléporter dans une autre région tout à fait au nord de la France, dans les Hauts-de-France, puisque, comme je le disais, nous accueillons Cathy Gauthier, qui, je le reprécise, est directrice de la structure Qualimentaire, qui est une structure analogue à l'ANA, en tout état de cause sur sa partie qualité, accompagnement des SICO. Et au niveau de ta structure, Cathy, tu as donc mené des études d'évaluation de la durabilité, alors non pas au niveau des exploitations, mais au niveau des filières. Il y a eu l'endive pleine terre, qui est aussi un produit quand même assez phare de ta région, les volailles de Lique. Et donc là, nous avons fait le choix de la filière AOP Maroilles, produit emblématique, ça va sans dire, de ta région. Voilà. Cathy, je te laisse la parole. Merci. Merci Brigitte, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous faire ce retour d'expérience parce que c'est toujours un plaisir de travailler en collaboration avec l'ANA et de pouvoir échanger sur nos expertises réciproques. Donc en effet, nous on a travaillé donc depuis plusieurs années sur l'évaluation de la durabilité, mais vraiment au niveau des filières SICO et pas au niveau des exploitations. J'essaie de passer les diapos, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Cathy? Non, tout à l'heure ça marchait, là ça marche. Ah, ça y est. Je le fais pour toi. Ça y est, ça a pris du temps. Donc peut-être un peu resituer où en est la région Hauts-de-France en matière de SICO. Donc au niveau de la région Hauts-de-France, donc on a également un observatoire des signes officiels de qualité
un mémento économique qui existe depuis 2018. Donc, c'est un travail partenarial qui est porté par Qu'Alimentaire et en lien avec la Chambre d'agriculture, la DRAF, l'INAO et puis les structures de la bio et la région de France. Et donc, nous, on est beaucoup moins bien dotés en SICO que vous. On n'a pas beaucoup de vin finalement. Et donc, on a 56 produits qui sont sous label rouge AOP, IGP ou STG en Hauts-de-France. Et donc, notamment, un fromage qui s'appelle le Maroilles. Voilà. Donc, en fait, dans le cadre de cet observatoire économique des SICO, donc on a décidé donc de faire de sortir le mémento économique tous les 2 ans. Et donc, l'année où il n'y a pas de mémento économique, de plutôt réaliser des études. Et donc, on s'était posé la question d'évaluer la durabilité des filières sous SICO dès 2019, donc en partant sur 2 filières qui sont également emblématiques des Hauts-de-France, donc un label rouge sur l'endive de pleine terre, et donc le label rouge et l'IGP sur la volaille de Lique. Donc, il y a une méthodologie qui a été mise en place, donc d'évaluation de la durabilité au niveau de chaque filière, qui ensuite avait été reprise par l'INAO donc sur une filière qui s'appelle les Poisses, donc en Bourgogne. Et en 2020 et en 2020 également, donc un travail qui avait été coordonné par l'INRAE sur l'IGP volaille de l'Orléanais, donc toujours dans le but de consolider, d'améliorer la méthodologie. Donc au niveau de Qu'Alimentaire, on avait été sollicité donc en 2021 par la filière AOP Maroilles, donc qui est la seule AOP fromagère des Hauts-de-France, qui est une vieille filière, puisque l'AOC a été reconnue en 76 et bien sûr l'AOP enregistrée en 96, et qui avait dû, comme beaucoup d'AOP laitières, revoir son cahier des charges en 2015 pour intégrer notamment les caractéristiques de production du lait. Et donc cette filière avait déjà créé en interne un groupe, ce qu'ils avaient appelé un groupe durabilité, pour essayer de répondre, de se questionner sur les enjeux qui s'annoncent face au changement climatique et aux évolutions sociétales. Et donc, c'est dans ce cadre-là que finalement, la filière AOP Maroilles nous a sollicité pour faire un diagnostic complet, un état des lieux de leur filière, et puis les aider à définir un plan d'action. Cette action, elle s'inscrit également dans une démarche plus large, qui est la démarche AOP durable portée par le CNAOL au niveau national sur les AOP laitières, et qui depuis a été décliné aussi sur les AOP viande par la FEVAO. Et donc l'objectif de la démarche AOP durable, c'était vraiment face aux évolutions sociétales et puis à toutes ces méthodes de diagnostic, les différents scores qui sortent actuellement, de montrer que les AOP, elles apportent certes des garanties en matière de tradition, de maintien des savoir-faire, mais aussi des garanties en matière de durabilité des filières au niveau environnemental, sociétal, etc. Donc, globalement, d'apporter de la lisibilité à la durabilité des AOP, et donc de montrer que l'AOP, c'est aussi un signe de qualité durable, et d'en profiter pour renforcer la durabilité des AOP laitières. Donc, il y a de grosses réflexions qui ont été menées au sein du CNAOL sur les années 2020-2021 pour définir un cadre d'engagement, donc dans lequel toutes les AOP laitières se sont engagées. Et donc, c'est un cadre d'engagement commun qui est organisé autour de 6 thématiques et 18 objectifs. Donc, globalement, en fait, chaque ODG doit définir pour les 18 objectifs les engagements ou les engagements qui lui correspondent. Et donc, nous, en fait, on va intervenir auprès de l'AOP Maroilles pour les aider à définir ces engagements. Sachant que l'objectif, donc, c'était que pour 2022, les AOP laitières définissent leurs engagements avec un objectif à 2030 pour voir éventuellement si, à terme, ces engagements entraîneront des modifications de cahier des charges ou resteront en parallèle des cahiers des charges. Donc, une petite présentation rapide de l'AOP Maroilles. Donc, l'AOP Maroilles, c'est une filière qui est située dans une région naturelle qui s'appelle la Thiérache, qui est juste à la limite entre la région Hauts-de-France et la région Grand Est, donc sud de la région, qui est en fait une zone qui est vraiment une zone naturelle caractérisée par un bocage.
Et donc, la filière maroilles, donc c'est 110 producteurs de lait, 6 producteurs fermiers, 4 coopératives laitières, 5 transformateurs qu'on appelle des manufacturiers et 2 affineurs. C'est à peu près 4 500 tonnes par an de maroilles qui sont valorisées en AOP. Donc, c'est une petite filière, comme beaucoup de filières sur les Hauts-de-France. Donc, en fait, nous, en fait, le principe que quand on travaille sur ces études de durabilité des filières sous SICO, donc on prend un stagiaire pendant 6 mois et donc on lui demande de consolider la méthodologie, de co-construire en fait une grille d'évaluation avec la filière en fonction de ses enjeux, des sujets qu'elle souhaite creuser. Et ensuite, donc tous les entretiens sont réalisés, si possible, de visu. Et donc, ça prend quand même pas mal de temps. Donc, on a accueilli donc en 2021 une stagiaire pendant 6 mois et on lui a demandé de consolider la méthodologie de façon à ce qu'elle soit robuste. Donc, au niveau bibliographie, il y a eu un gros travail qui a été fait, inclusive, holistique, donc qui intègre toutes les dimensions, qui soit spécifique puisque co-construite avec la filière, facile d'utilisation puisque l'objectif à terme, ce serait que les ODG puissent s'emparer de la méthodologie et en fait refaire la même étude d'ici 4 à 5 ans. Et vraiment tourner vers l'action, puisque l'objectif, c'est pas forcément de dire cette filière, elle est durable ou pas durable, c'est d'identifier ce qui se fait déjà très bien dans la filière et de pouvoir communiquer dessus, donc apporter des garanties aux consommateurs, et puis surtout définir ce sur quoi il faut travailler pour améliorer la durabilité globale de la filière et définir un plan d'action. Donc, en fait, la méthodologie, elle a été déclinée en 3 phases. Donc, la consolidation de la grille d'évaluation, avec la définition de seuil de durabilité, le déploiement de la grille sur le terrain et puis ensuite la présentation des résultats, l'appropriation par les acteurs de la filière et la construction du plan d'action. Donc, pour consolider la méthode au niveau scientifique, on a eu la chance de pouvoir mettre en place un groupe de suivi de cette stagiaire, donc un encadrement scientifique assez complet puisque étaient présents dans le groupe qui suivait la stagiaire, donc des représentants de l'INAO, donc il y avait des experts durabilité qui ont été nommés au sein de l'INAO, donc qui ont participé au suivi de ce stage. Donc, une personne de l'INRAE qui participe également à la commission économique de l'INAO, une représentante de la FAO, puisque la FAO était en train de construire un guide pour tester la durabilité des filières sous IG. Le CNAOL, puisqu'on ça s'intégrait dans le cadre de la démarche AOP durable, des enseignants de Purpan, puisque notre stagiaire était issu de cette école, et bien sûr l'ODG Maroilles, le représentant de la région Hauts-de-France, puisque l'étude était financée par la région. Et au sein de la REPO, il y avait également des travaux en cours sur l'évaluation de la durabilité des IG, donc on avait également un représentant de la REPO. Donc en fait, ce groupe s'est réuni 3 à 4 fois sur toute la durée du stage pour valider chaque étape essentielle. Donc, au niveau des étapes, donc la première étape, ça a vraiment été la construction de la grille d'évaluation et des seuils de durabilité. Donc, nous, on est parti sur 5 dimensions du développement durable. Donc, les 3 dimensions habituelles et une dimension qu'on a ajoutée sur le territoire, puisqu'on est sur des SICO qui ont un impact fort sur leur territoire, et une dimension de gouvernance, parce que ça nous semblait un aspect essentiel de la gestion d'une filière sous SICO. Donc, ces 5 dimensions, en fait, ont été étudiées par le groupe Durabilité Maroilles, donc qui était composé des représentants de chaque maillon de la filière, coordonné par l'animatrice de l'ODG et notre stagiaire. Et donc, ce groupe Durabilité, en fonction des enjeux de la filière, et des 18 objectifs qui sont définis dans la démarche AOP durable laitière, a défini 34 objectifs qui sont répartis sur les 5 dimensions du développement durable. Donc, on retrouve ici, alors je suis désolée, le passage en PDF, c'est pas très bien passé, donc c'est pas très lisible, mais on retrouve ici les 34 objectifs auxquels l'étude doit répondre, répartis sur les 5 piliers du développement durable. La deuxième étape, ça a été pour chacun des objectifs de définir des indicateurs avec à chaque fois une ou plusieurs possibilités de mesure.
et on est arrivé à 241 indicateurs. Donc, on avait une grille d'entretien avec 241 questions. Et donc, pour chaque indicateur, on devait définir un niveau de durabilité. Donc, vous retrouvez les différents niveaux, donc répartis sur 5 catégories. Donc, pour chaque niveau, a été défini un niveau de durabilité. Et pour chaque question, on a aussi pondéré la question. Donc, un poids de 1 à 4 pour chaque question. Et donc, les questions étaient réparties en fonction des différents intervenants, donc producteurs laitiers, transformateurs de fromage ou ODG. Donc, c'est vraiment une grille qui a été co-construite avec la filière, avec le groupe de travail qui a été mis en place et qui a fait l'objet de trois réunions pour co-construire cette grille. Et ensuite, on est allé déployer la grille sur le terrain. L'objectif, c'était d'avoir un échantillon qui soit assez représentatif. Donc, on a pu interroger 20% des producteurs de lait. Donc, je vous rappelle, il y en a une centaine, donc 23 producteurs de lait. L'ensemble des manufacturiers, 66% des producteurs fermiers et 100% des affineurs. Donc, au total, il y a eu 33 opérateurs qui ont été interrogés, donc de visu, avec des entretiens qui duraient, comme pour votre région, entre 2 et 3 heures. Et donc, l'objectif de cette méthodologie, donc la grille a été automatisée. On arrive à des radars de durabilité globaux, comme celui que je vous ai mis là, et ensuite, par dimension, un radar de durabilité et par objectif, un radar de durabilité. Et donc, tous ces résultats ont été présentés à un atelier participatif qui a permis, en fait, aux acteurs de la filière, mais aussi aux partenaires du territoire, et donc il y avait également la participation du CNAOL et de l'INAO, de définir un peu les priorités et donc d'en déduire le plan d'action qui va permettre de travailler sur les thématiques qui auront été choisies. Alors, l'objectif de notre démarche était pas du tout, comme j'ai dit en introduction, de dire la filière maroilles, elle est durable, elle rapporte autant. C'était absolument pas l'objectif. L'objectif, c'était vraiment de définir les points sur lesquels il y avait déjà de fortes avancées, de fortes garanties, et puis les points qui nécessitaient une amélioration. Donc, l'objectif, c'est absolument pas de communiquer sur les résultats de durabilité, mais que ça reste en interne à la filière. C'est un outil pour la filière pour définir son plan d'action. Et l'objectif, c'est de refaire l'étude d'ici 4 à 5 ans pour voir si le plan d'action a amené des améliorations. Cet outil a vraiment été perçu comme un outil de consolidation de la réflexion au sein de la filière. Enfin, vraiment, la problématique de la filière maroilles, et je pense que c'est problématique de plusieurs filières laitières, c'est que en fait, les producteurs de lait ont été intégrés depuis peu dans l'ODG, et donc il n'y a pas forcément encore beaucoup de liens entre les producteurs de lait et les transformateurs. Et c'est vraiment, cette méthodologie, elle a vraiment permis de mettre tout le monde autour de la table, d'échanger et de mieux apprendre à se connaître et de construire ensemble un plan d'action pour faire avancer l'ensemble de la filière. Donc, la méthodologie, elle a fait l'objet d'une publication que vous pourrez retrouver sur notre site internet, où on retrouve notamment des exemples d'indicateurs entre les indicateurs quantitatifs et les indicateurs qualitatifs. Mais son objectif principal, ça a vraiment été de dresser un diagnostic global des performances de durabilité de la filière pour valoriser ce qui se faisait déjà bien, construire le plan d'action à partir des marges de progrès qui ont été identifiées. Ça a permis à la filière de répondre aux enjeux de la filière AOP durable et donc de définir ses engagements. Et puis, c'est surtout, ça a vraiment porté l'ensemble de la filière et construire ensemble des actions qui n'avaient pas encore réussi à construire ensemble. Donc, vraiment, la plus-value de la filière, ça a vraiment été la démarche participative puisque la filière a été emportée, elle a construit sa démarche, elle l'a portée et maintenant, elle porte le plan d'action. Donc, les suites qui ont été données à cette étude, donc la filière a réussi en 2022 à valider son plan d'action en conseil d'administration pour répondre aux engagements de la démarche AOP durable laitière. Et donc, les points forts qui ont été identifiés, c'est renforcer le collectif avec notamment une volonté d'identifier sur le territoire les exploitations, de mettre en place des newsletters pour faire des échanges d'informations plus fréquents, plus complets. Le gros travail aussi, et ça c'est un travail qui a été engagé et qui demandera plusieurs années, c'est vraiment de travailler sur le prix du lait
et une meilleure identification des pratiques alimentaires au niveau de l'élevage, notamment est-ce qu'il y aura une possibilité de passer à une alimentation non OGM, même si c'est une thématique qui est moins importante aujourd'hui. Mais en 2019, en 2021, pardon, c'était vraiment la thématique qu'il voulait porter. Et surtout travailler sur le prix du lait pour que les producteurs de lait soient convenablement rémunérés et qu'il n'y ait pas autant de différences entre les différents acteurs qu'aujourd'hui. Renforcer le lien entre le produit et son territoire. Alors, c'est vrai qu'on dit que le maroilles, c'est un produit identitaire des Hauts-de-France, mais finalement, on se rend compte que les acteurs de la filière maroilles travaillent peu avec les acteurs du tourisme du territoire. On est pourtant sur un parc naturel régional, mais il y a peu de liens entre la filière et son territoire. Donc, vraiment travailler pour qu'il y ait une meilleure communication au niveau tourisme, une meilleure communication, valorisation du produit auprès des élus. Et puis, ça a été un peu abordé tout à l'heure, un gros travail sur la transmission des savoir-faire, parce qu'on est sur une filière qui est vieillissante, comme souvent. Et donc, vraiment travailler sur l'identification des savoir-faire spécifiques et la transmission pour que ce soit aussi, que l'AOP soit aussi un atout dans la transmission des exploitations. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé en 2021. En 2022, on a réitéré l'étude, mais là sur un ensemble de filières. Donc, on a plusieurs légumes secs qui sont sous signe officiel de qualité. En France, on a le lingot du Nord qui a un haricot blanc, qui est label rouge depuis 98 et IGP depuis 2008. On a le flageolet vert qui est uniquement label rouge. C'est produit par le même ODG. Et on a le haricot de Soissons qui est une démarche qui est en cours de reconnaissance et qui se fait par un autre ODG. Et donc, on est sur 2 territoires différents. Et donc, on a mené aussi cette étude parce que sur le lingot du Nord, le flageolet vert, on était sur une démarche un peu vieillissante avec une gouvernance qui avait besoin de se renouveler. Une pyramide des âges qui n'était pas très favorable à la filière, donc aussi besoin de recruter des nouveaux producteurs et une grosse difficulté à recruter des producteurs parce qu'on est sur des productions qui sont toutes les 3 très manuelles et qui n'attirent pas forcément les jeunes, alors que la demande est en hausse sur ce type de produit. Donc là aussi, finalement, on a repris toute notre grille d'indicateurs. On a travaillé avec ces 3 filières pour définir une grille spécifique à chacune des filières. Et puis, on a abouti à un plan d'action qui globalement est le même pour les 3 produits. C'est travailler sur l'accueil des nouveaux producteurs, donc mettre en place des systèmes de parrainage pour définir le sentiment d'appartenance à la filière, développer le sentiment de fierté d'appartenir à une filière sous signe de qualité. Forcément travailler sur les nouvelles pratiques, notamment les mesures agro-environnementales et puis surtout développer les pratiques collectives pour là aussi encore travailler sur le sentiment d'appartenance et optimiser la communication, donc communication auprès des territoires, auprès du grand public, mais aussi pour montrer la dynamique de la filière et là encore aider à recruter de nouveaux producteurs. Donc ça, c'est ce qui a été fait en 2022-2023. On n'a pas de perspective. On n'a pas de nouvelles filières sous la main à travailler pour l'instant, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter ce regard extérieur et ce diagnostic global à toute filière qui est intéressée qui a besoin aussi de se remettre en question. Enfin, nous, on a beaucoup de filières en Hauts-de-France, on a beaucoup de filières qui sont de taille très réduite, sans forcément des animateurs, des filières qui sont un peu vieillissantes et qui ont besoin d'un œil extérieur pour redonner un dynamisme et puis avoir un second souffle, en fait. Et cette méthodologie, elle est vraiment bien applicable, vraiment utile pour redynamiser en fait la gouvernance et se poser toutes les questions qui peuvent répondre aux enjeux actuels. Merci Cathy de ton intervention, fort intéressante. Je propose qu'on prenne les questions après, peut-être visualiser la petite vidéo là, qui est en fait un témoignage de la filière AOP Maroilles, qui suscitera peut-être aussi d'autres réactions. Alors, je la lance. Elle est partie. Elle est partie.
ça consiste à transmettre un savoir-faire dans cette spécificité du maroilles et de la manière de produire le lait, notamment autour du pâturage et de son bocage particulier, et puis des méthodes d'affinage qui font ces caractéristiques particulières et qu'on ne peut pas le faire n'importe où ailleurs en France. L'ODG Maroilles est une association qui regroupe les acteurs de la filière maroilles. La mission de l'ODG, c'est de faire vivre le cahier des charges, notamment au niveau des plans de contrôle, mais aussi de regarder quelle est la communication qu'on peut faire dans l'intérêt de la filière globale. L'ODG est ancienne. Malgré tout, le cahier des charges concernant la production du lait est assez récente, c'est de 2015. Et donc, on a besoin de renforcer le lien entre les producteurs et les transformateurs et mieux se comprendre les uns les autres. Ça s'est fait au travers de la mise en place d'une grille à partir d'un questionnaire qui existait. Et ça nous a permis de mettre le doigt sur des forces que l'on avait, des éléments à renforcer. C'est quelque chose qui bouscule parce qu'on n'a pas l'habitude de regarder dans certains détails pour mieux comprendre les attentes de nos futurs consommateurs. L'avantage d'être accompagné avec une structure comme Qualimentaire, c'est que ça nous oblige à regarder, à prendre du recul et à regarder en profondeur. Ça nous a amené à mieux communiquer. Donc on a maintenant une lettre trimestrielle à l'encontre des producteurs, d'avoir une meilleure communication vis-à-vis de nos élus, de regarder sur le renouvellement des générations qui va venir, est-ce que la filière sera attractive ou pas pour eux. Et donc ça c'est important pour qu'elle dure. L'objectif final c'est quand même d'aller chercher plus de valeur ajoutée aussi pour les producteurs. Non, je ne pense pas. L'intérêt de Qualimentaire, c'est de nous aider à donner un cadre, à fixer des objectifs et à trouver des moyens pour aller au bout du travail qu'on a mis en route. Ça peut paraître un non-sens parce qu'une AOP, c'est la transmission d'un savoir-faire ancestral, donc on peut se dire qu'on est dans la durabilité, de fait. Mais de se réinterroger par rapport aux attentes nouvelles d'une société qui bouge, ça c'est plutôt positif et donc c'est vrai que Qualimentaire est un bon support pour le faire. Ah. Voilà. Donc on a vu le témoignage de la filière AOP Maroilles. Je suppose qu'il doit y avoir des réactions et des remarques par rapport à cette présentation. Joli coup de chapeau à Qualimentaire, mais ô combien mérité. Moi, j'avais spontanément quand même une question. Effectivement, on a vu le travail fait par le stagiaire, cette collaboration sur la conception de la grille, l'adaptation à la filière étudiée. Mais une fois que le plan d'action est défini, que les priorités sont dégagées, c'est l'ODG qui se débrouille tout seul ou Qualimentaire a encore un rôle d'accompagnement parce que les sujets finalement sont divers et variés en fait. Ouais, on reste en soutien auprès de l'ODG pour l'aider à appliquer son plan d'action, déjà l'aider à le financer, donc on essaie de l'aider à trouver les financements qui viennent essentiellement de la région. Et puis, donc avec nos partenaires et notamment la Chambre d'agriculture, on reste en soutien, notamment sur l'alimentation. Il y a une étude qui a été faite pour voir concrètement quelles étaient les pratiques en matière d'alimentation dans les 100 et quelques élevages de production du lait, etc. Donc, on reste en soutien, mais c'est à l'ODG de s'emparer de son plan d'action. D'accord. Mais par exemple, sur le légume sec, là, sur le lingot du Nord, l'étude, en fait, et le plan d'action a mis en lumière le fait qu'il y avait vraiment besoin d'un animateur pour redynamiser la filière, retravailler sur la gouvernance. Et donc, ça a permis aussi l'embauche d'un animateur qui est à temps partiel, puisqu'on est sur une petite filière. Il y a 25 producteurs de lingots. Mais la région, elle a bloquer un budget pour l'embauche de cet animateur et que pour l'année 2023, vraiment retravailler sur la gouvernance et redynamiser la filière pour aider à trouver des nouveaux producteurs. Mais c'est un plan d'action qui est appliqué par la filière en partenariat avec les partenaires, donc, dont fait partie Qualimentaire, mais aussi beaucoup la Chambre d'agriculture. D'accord. Puis on voit que cette méthodologie, en fait, elle est adaptable à différents secteurs d'activité parce que
là, on a retracé plus précisément les résultats du maroilles, mais les filières légumes secs sont concernées. En fait, c'est transposable sur n'importe quel type de filière. Oui, oui, l'idée, c'est vraiment que ce soit transposable sur n'importe quel type de filière. Donc, on a un pool d'indicateurs qui sont issus de toutes les études durabilité qui ont pu être faites, notamment au niveau de l'IRCADIM en Occitanie. Il y avait eu beaucoup de travail de fait aussi. Donc, on a compilé leur travail, nos travaux, la méthode IDEA, etc. Donc, on a un pool d'indicateurs. Et puis, finalement, la première étape de travail avec chaque filière, c'est de choisir parmi les indicateurs ceux qui correspondent aux enjeux qu'ils veulent traiter. Et ce qui fait que même entre le lingot du Nord, le flageolet vert et le haricot de Soissons, on n'avait pas tout à fait la même grille parce que ces filières n'avaient pas forcément les mêmes enjeux. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Les filières laitières ont peut-être été interpellées par cette étude parce qu'effectivement, la démarche AOP laitière durable du CNAOL, toutes les filières laitières sont engagées dedans, ceux-là sont plus ou moins appropriés, ils travaillent encore pour la plupart de nos filières. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, moi, Brigitte, j'ai quelques questions à poser. Alors déjà, merci pour cette présentation qui est intéressante. J'ai une question en fait sur est-ce que la méthode sera diffusée ou pas? Alors j'ai vu l'article ou la publication sur Internet, les indicateurs ne sont pas vraiment très clairs et encore moins la méthode de calcul. Et deuxième question, c'est est-ce que vous adaptez en fait les seuils de durabilité aux filières que vous étudiez? Et je souhaiterais savoir, en fait, par rapport à 241 indicateurs, donc vous avez dit que ça vous a pris 2 à 3 heures. Est-ce que les agriculteurs ou les éleveurs étaient d'accord pour accorder ce temps à l'étude facilement? Et voilà, merci. Alors, sur le temps passé, oui, en fait, on n'a eu aucun refus globalement d'entretien et au contraire, les agriculteurs étaient très contents de nous recevoir parce que c'était vraiment un échange, c'est beaucoup d'indicateurs finalement qualitatifs et donc ils étaient vraiment fiers de pouvoir répondre et d'échanger avec nous et de montrer ce qu'ils faisaient. Donc, ça a aussi renforcé leur fierté d'appartenir à la filière. Ils étaient contents qu'on s'intéresse à eux finalement. Donc, ça s'est vraiment très bien passé. Sur donc la méthode de calcul, en fait, c'est donc comme je l'ai dit, en fait, c'est chaque équipe qui va choisir parmi les indicateurs. Donc pour chaque indicateur, on a des mesures qui sont proposées et donc qui va définir en fait le seuil de durabilité. Donc, par exemple, on a un indicateur sur l'âge. À partir de quelle limite d'âge vous estimez que c'est plus durable? Donc, c'est vraiment une co-construction pour chaque mesure. Donc, c'est pour ça aussi que la méthode, elle n'est pas diffusée, parce que globalement, on a une liste d'indicateurs, mais ensuite qui est adaptée à chaque filière. Parce que l'objectif, c'est vraiment pas que la filière, elle présente ses résultats, c'est un outil interne pour elle avancer. Et on est beaucoup plus sur des évaluations qualitatives que du quantitatif par rapport à ce que vous avez présenté tout à l'heure. Nous, on n'est pas du tout sur ces niveaux-là. Ok, d'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? Oui, Marc-Rose, je voudrais poser une question. Moi, j'ai été très intéressé par la présentation de ce que vous avez fait là au maroilles. La question qui se pose derrière, c'est vous connaissez la politique de l'INAO, vous connaissez le futur règlement européen, tout le monde parle développement durable, et en clair, le seul outil qu'on a pour dire qu'on fait des choses dans le développement durable dans nos filières, c'est nos cahiers des charges. Bon. Et tout le travail que vous avez mené avec le maroilles, ça se traduit par quoi au niveau de la gestion des pratiques et de ce cahier des charges? C'est ce que je disais en introduction. L'objectif, c'est d'identifier déjà ce qui se fait bien, de définir des pistes de progrès, avec peut-être d'ici 5-10 ans, apporter des modifications au cahier des charges. Mais pour l'instant, en tout cas, la filière maroilles n'est pas du tout prête à réouvrir son cahier des charges parce que ça a vraiment été une expérience traumatisante pour eux. Qui a duré très longtemps pour intégrer les pratiques de production du lait.
Et donc, il y a vraiment déjà un travail pour consolider les liens entre la production du lait et la transformation avant de pouvoir ouvrir le cahier des charges. Mais le point qui leur paraît essentiel, c'est vraiment de travailler sur la répartition de la valeur ajoutée et de faire en sorte que les producteurs de lait se sentent vraiment intégrés à la filière et une plus-value à faire du lait pour fabriquer le maroilles. Il faut savoir qu'il y a 50% de la production de lait qui part en maroilles uniquement. Donc, il y a vraiment un gros travail, mais pour l'instant, ils ne sont pas prêts à rouvrir le cahier des charges. Oui, parce que aujourd'hui, on a quand même les lignes directrices de l'INAO, DAE, certification environnementale ou HVE. C'est quand même un objectif clair qui est annoncé. La question se pose du droit à produire derrière, à un moment ou à un autre. Voilà, bon, enfin bref. Ma deuxième question, vous avez parlé de 241 indicateurs. C'est pas un peu beaucoup, ça fait pas peur aux gens de voir des éléments comme ça? Alors, c'est 241 indicateurs, mais qui sont répartis sur les 3 corps de métier. Je veux dire, il y avait des indicateurs spécifiques pour l'ODG, des indicateurs spécifiques pour la transformation et des indicateurs spécifiques pour la production. Donc, forcément, les producteurs fermiers, ils étaient concernés par beaucoup d'indicateurs, mais globalement, après, ça se faisait bien. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, les gens étaient contents de nous accueillir et d'échanger, et donc, au fil de la discussion, on remplit facilement la grille. Hein. On n'avait pas eu de retour négatif là-dessus. Au contraire, les gens qui ont participé, ils sont volontairement venus à la restitution et ils ont fait un retour d'expérience très, très, très positif. Et au niveau des indicateurs et des objectifs à terme, est-ce qu'ils en ont sur la consommation d'eau, la consommation d'électricité, etc., tous les éléments agroclimatiques? Alors, la consommation d'électricité, je ne suis pas sûre, mais consommation d'eau, oui. La question de l'eau, c'était vraiment une question prégnante et c'est aussi pour ça qu'ils avaient mis en place ce groupe de réflexion avant de faire appel à nous. C'est que, c'est une AOP, donc avec une sortie des animaux pendant 5 ou 6 mois, une autonomie de l'alimentation sur la zone. Et même si on est dans les Hauts-de-France, on a quand même de la sécheresse. Même dans la Vénois, même dans la Thiérache, et il y a eu quelques années où ils ont dû faire des modifications temporaires de cahier des charges parce qu'ils n'étaient plus en capacité de respecter ces aspects-là. Donc, c'est une question qui est très présente. Ils l'ont en tête. Après, ils n'ont pas forcément encore de solution, mais c'est une question qui est présente. Et sur les haricots secs aussi, notamment, pour l'instant, on a très, très peu d'exploitations qui irriguent. Mais gros souci l'année dernière, des rendements plus de 50% inférieurs à la moyenne. Et du coup, est-ce qu'on se lance dans l'irrigation alors qu'on a un souci sur la ressource en eau? Des grosses questions qui sont très présentes actuellement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Sinon, moi, j'aurais bien voulu que quelqu'un de l'INAO prenne la parole parce que, effectivement, tout ce matin, là, on a démontré les efforts de réflexion et de cogitation sur des possibilités d'évolution des cahiers des charges, même si c'est pas tout de suite d'actualité suite aux travaux qui sont menés, mais des plans de réflexion, de stratégies de développement qui vont dans le sens de ce que l'INAO attend aussi. Et j'aurais voulu savoir comment c'était perçu par l'Institut, ce travail qui est fait par les différentes filières sous SICO qui finalement se sont lancées dans cette perspective d'évoluer et se sont appropriées des façons de travailler différentes, on l'a vu, hein. Il y a différentes méthodes, il y a aussi des réflexions qui se font au niveau national avec des guides de durabilité à venir. Est-ce que quelqu'un de l'INAO veut prendre la parole, s'exprimer à ce sujet? Mais Laurent, on ne te voit pas. Noir. Ah, je suis tout noir, et je vous assure, non. Voilà, me voilà. La lumière apparaît. Voilà. Emmanuel également peut compléter certainement mes propos. Donc, simplement, j'en profite pour rappeler que l'INAO, évidemment, est particulièrement intéressé par les sujets qui ont été évoqués.
une réunion, des réunions régionales vont être organisées sur cette thématique de la durabilité et comment répondre aux attentes sociétales. Donc, ces réunions seront organisées pour l'Aquitaine sur Bordeaux et aux alentours de Pau, donc en juin et en septembre. Et donc, on va inviter les ODG et l'ANA, bien entendu, et les fédérations à participer à ces journées qui seront articulées le matin sur la présentation telle que Marc nous a esquissé le contour des orientations nationales avec d'une part les orientations du Conseil permanent et des comités nationaux avec une intervention de la direction et des présidents, et l'après-midi nous aurons des groupes de travail qui permettront à la fois de présenter les actions menées, les actions concrètes menées par les ODG à l'échelle locale, régionale, et un système d'interaction qui permettra à chacun de pouvoir s'emparer du sujet via des groupes de travail. Et donc, l'idée étant de savoir comment articuler et mener ce travail. Évidemment, le travail qui était présenté par le CNAOL est très inspirant pour nous. Et donc, c'est comment développer, aller plus loin sur l'ensemble des filières. Donc, ce travail embarquera l'ensemble des filières en ce qui nous concerne, le cadre de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, je ne sais pas si Emmanuel veut compléter le propos. Bah, juste pour ajouter que ces orientations du Conseil permanent auprès des ODG pour qu'ils s'engagent dans l'intégration, on va dire, de dispositions, de pratiques répondant à des enjeux environnementaux, soit par la certification environnementale, soit par des dispositions agro-environnementales dans les cahiers des charges, ou également par un engagement collectif de la filière à travailler sur une progression dans ce domaine-là, y compris en dehors du cahier des charges. Donc, c'est aussi ce qui sera présenté. C'est les actions faites par les collectifs, les ODG, qui se traduisent dans certains cas par une codification des nouvelles pratiques ou des pratiques existantes dans le cahier des charges, mais aussi par des choses qui peuvent se faire en dehors du cahier des charges. Voilà. Donc, c'est surtout effectivement l'axe environnemental qui est pris sur ce sujet-là, même si la durabilité embarque d'autres principes, mais qui sont aussi expertisés par ailleurs par les instances nationales. C'est tout l'intérêt effectivement du travail initié par le CNAOL, c'est d'embarquer à la fois le cahier des charges, mais aussi tout ce qui est en parallèle, et donc de ne pas occulter ces aspects. Alors c'est vrai que du côté de l'INAO, notre focus est naturellement plus porté vers le cahier des charges, mais l'intérêt de ces journées, c'est vraiment de montrer aussi le kaléidoscope de l'ensemble de ces pratiques. C'est aussi tout l'intérêt. Alors j'ai bien noté la complexité, le temps, le nombre d'indicateurs, mais c'est aussi de pouvoir les présenter aux ODG sur des filières aussi qui n'ont pas été sensibilisées nécessairement à cette démarche. Et donc, c'est d'essayer de croiser l'ensemble des pratiques. Et comme le dit effectivement Emmanuel, c'est dans le cahier des charges et également en parallèle du cahier des charges. Et on voit bien l'exemple du Baroil était extrêmement intéressante, puisqu'on a bien vu que en dehors du cahier des charges, il y a tout un travail, tout un pan de réflexion qui pouvait être intéressant à partager auprès des autres acteurs dans nos systèmes de SICO. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, commentaires, remarques? Je vois qu'on s'approche tout doucement de midi. Si tel n'est pas le cas, je vais donc vous remercier vivement de votre participation, aussi bien les inscrits au rendez-vous de la qualité que bien évidemment les intervenants. Les journées évoquées par Laurent Fidel au mois de juin, l'ANA va y contribuer activement puisqu'on a déjà commencé à y travailler dessus, et nous serons un partenaire premier de ces journées que nous aurons à cœur de relayer pour que vous soyez nombreux à y participer.
Donc le rendez-vous de la qualité sera visionnable en replay puisqu'il a été enregistré. Vous aurez accès au diaporama présenté et je vous ferai parvenir l'ensemble des diaporamas en solo et les publications aussi de la DRAF, de Calimentaire qui ont été et de la CRANA qui ont été aussi présentées pour que vous puissiez les consulter à tête reposée. Voilà, ben, écoutez, un grand merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et restons durables jusqu'au bout. Continuons à travailler sur le sujet. Merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir. Au À revoir. bientôt, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon.